Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour cette table ronde d'ouverture d'une journée qui s'intitule Face à la guerre au MUSEM, qui se terminera, comme vous le voyez, avec un concert, à moins qu'un de mes invités veuille avant s'emparer de la batterie. J'avais envie de la commencer par une phrase que vous connaissez sans doute tous. Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, détestable colère qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès, tant d'âmes fières de guerriers. C'est ainsi que commence donc un des tout premiers textes de la culture occidentale, à savoir l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie. Tout ça pour dire que notre question, écrire la guerre, elle plonge ses racines très profondes et que sans doute, pour y répondre, il faudra la pluraliser, à la fois voir les différentes manières d'écrire, voir les différentes guerres, même si nous, on se concentrera sur quelques aspects de 1914 à nos jours, c'est déjà pas mal, pour essayer de comprendre, évidemment, sous l'ombre portée aujourd'hui de l'Ukraine, qui fait le récit de la guerre, à quel moment il commence, est-ce qu'il peut avoir des incidences sur le cours de la guerre, et qui tient en priorité la plume ou l'objectif, puisque écrire la guerre, c'est évidemment pas seulement des textes, c'est aussi des images. Pour répondre à une partie de ces questions, trois invités. Jean-Pierre Philu, bonjour. Vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages. Je cite le dernier, si je ne me trompe pas, publié au Seuil, Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours. Et l'histoire entre vous et le MUSEM ne date pas de cette table ronde, puisque vous aviez accompagné ici un groupe de rap formé dans le camp d'Yarmouk en Syrie et prononcé en 2016 la conférence d'ouverture de l'exposition Gaza inédite, si certains et certaines d'entre vous l'ont vu. À vos côtés, Stéphane Audin-Rousseau, bonjour également. Directeur d'études à l'EHSS, spécialiste de la Grande Guerre, président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre situé à Péronne, dans la Somme. Vous avez publié donc de nombreux ouvrages sur cette Grande Guerre de 14-18, mais également sur l'anthropologie et la violence de guerre, ce qui vous a mené récemment beaucoup au Rwanda. Et enfin, Gilda Chaverdi, bonjour également. Comédienne, metteur en scène, chercheuse, il y a tout est pas marqué là-dessus. Vous étiez commissaire de l'exposition intitulée Karmora, l'Afghanistan au risque de l'art, qui s'est tenue ici au MUSEM en 2019, enfin 2019-2020. Alors évidemment, aucun de vous n'est spécialiste de l'Ukraine et je ne vais pas vous faire jouer un rôle qui ne serait pas le vôtre. On a suffisamment de mauvais commentateurs de l'actualité, de gens qui ne la connaissent peu, mais j'aimerais bien quand même vous poser à chacun la question de savoir comment ce qui se produit là à nos portes résonne par rapport à vos terrains géographiques et historiques, à vos expériences. Aujourd'hui, j'imagine que voilà, pour un historien de la Syrie, pour un historien de la Grande Guerre, pour quelqu'un qui travaille sur l'Afghanistan, il y a forcément des résonances. Stéphane. Merci de la question. Évidemment, chacun d'entre nous regarde l'événement qui assombrit nos journées, surtout en ce moment, mais depuis déjà maintenant plus de longs mois, avec ses propres outils, avec son propre regard. Et moi, le mien, évidemment, c'est la Première Guerre mondiale, c'est là donc ce qu'on appelle la Grande Guerre. Je suis très frappé. Puisqu'on parle de résonance, je suis très frappé et même surpris au point de me méfier de mon propre regard des résonances avec la Première Guerre mondiale. Tout d'abord, dans le cas de l'Ukraine, ce qui me frappe, c'est que ce que je vois apparaître, c'est comme au début de la Grande Guerre, en Europe occidentale surtout, ce que j'appellerais une guerre du consentement. Guerre où une société, je parle de l'Ukraine ici bien sûr, le consentement massif d'une société à la guerre. Et ceci dure depuis plusieurs mois. Ça n'a pas duré juste quelques jours ou quelques semaines, ça fait plusieurs mois que ça dure. Et beaucoup de correspondances sont possibles avec la Belgique, à l'été 14, avec la France, avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne. Ça, c'était vraiment la première résonance. La deuxième, évidemment, elle est plus militaire. C'est que, passé les premières semaines, eh bien, ce qui s'est imposé, avant peut-être que les choses ne changent, c'est une guerre de position. Guerre de position, et comme toute guerre avec des tranchées, un front de 2000 km, beaucoup plus long que le front, par exemple, franco-allemand de la Grande Guerre, mais qui ressemble au front de l'Est, au front oriental de la Première Guerre mondiale, entre l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et la Russie. Un front de tranchées dans des positions enterrées, donc une sorte de siège réciproque en quelque sorte, où la défensive est plus puissante que l'offensive. Troisième ressemblance, eh bien, évidemment, c'est très frappant, ça vous a tous frappé peut-être, c'est l'artillerie
qui est devenue ou redevenue ce qu'on appelle l'arme de domination du champ de bataille, exactement comme en 1916. Alors jusque-là, c'était quoi? Enfin, pourquoi vous parlez de retour de l'artillerie? Parce que on aurait pu penser que dans la guerre donc du XXIe siècle, ce soit l'aviation, les drones, éventuellement les chars de combat, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu, vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de bataille de chars. Comme il y en a eu tant dans cette zone des terres de sang, hein, comme dit l'historien américain Timothy Snyder, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, on est revenu en deçà. Hein. Alors bien sûr, il y a l'aviation, bien sûr, il y a les drones, bien sûr, il y a les missiles, mais globalement, ce qui détermine la situation tactique, hein, c'est l'artillerie, et la Russie en a fait un usage extrêmement proche de ce que faisaient les Français, les Anglais, les Allemands, hein, en 1916. Et je veux dire que j'ai été un peu surpris, hein, de cette véritable régression tactique, hein, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, hein, de la guerre au XXIe siècle. Et puis, ce que l'on voit aussi, par certains côtés, c'est au fond des cultures de guerre affrontées. Hein, des cultures de guerre affrontées, hein, une culture de guerre très compacte, hein, et très partagée, hein, en Ukraine, et de la part des dirigeants, des milieux nationalistes russes, etc. Également, de toute évidence, une culture de guerre, hein, qui est une représentation du monde, qui est une représentation avec une manière de se représenter la guerre en cours. Voilà. Alors on développera, il y a évidemment toutes ces questions d'écriture, etc. Mais voilà, c'est ces éléments-là qui, en tout cas pour moi, résonnent avec le plus de force entre la guerre d'Ukraine et la Grande Guerre. Vous, Jean-Pierre Philu, sur notamment le terrain syrien que vous connaissez bien, sans vouloir artificiellement trouver des échos, mais on sent bien qu'il y a une sorte de matrice quand même syrienne de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est terrible, c'est que ça rend la solitude des Syriennes et des Syriens pendant les 10 années écoulées encore plus cruelle, vu qu'ils n'ont pas cessé de dire, de crier, que ce qui leur arrivait arriverait à d'autres et ne resterait pas confiné dans les frontières de la Syrie. C'est ce que Yassine El-Hajjaler, aujourd'hui installé à Berlin, parlait de syrianisation du monde. Mais le problème, c'est que y a toujours quelque part un distinguo entre un théâtre noble de la guerre qui serait l'Europe et puis les guerres des autres, les guerres un peu métèques, hein, du Moyen-Orient. Et qu'on n'a jamais vraiment pris au sérieux la possibilité que ce qui se passait en Syrie s'étende à l'Europe. Alors on a déjà vu que ça s'est passé par ce qu'on a appelé, c'est très révélateur, la crise des réfugiés, hein, ou par les attentats djihadistes. Mais l'idée que cette guerre-là pouvait être une guerre européenne était inconcevable parce que, après tout, c'était oriental. Moi, l'article qui, de tous ceux que j'ai commis, m'a valu le plus de problèmes était dans le Monde en 2013. La Syrie est notre guerre d'Espagne. Ça a évidemment été compris complètement de travers, comme un appel à lever je ne sais quelle brigade internationale, comme si la guerre d'Espagne était le problème des brigades internationales, et non pas le fait qu'il y avait la guerre des républicains espagnols contre le fascisme, qui, une fois qu'il a été triomphant en Espagne, évidemment n'en est pas resté là, pendant que les soutiens de Franco testaient en Espagne les armements qui ensuite seraient utilisés dans le reste de l'Europe. C'est très exactement ce que Poutine a fait, hein, dans une indifférence pratiquement générale, pour ne pas parler de complaisance. C'est-à-dire que les techniques de terreur qu'il a utilisées contre le peuple ukrainien, et qui provoquent fort heureusement, hein, indignation et mobilisation et condamnation, elles ont été au quotidien dans la guerre de Syrie, ce qui d'ailleurs laisse craindre le pire en matière, peut-être dans un futur proche, d'utilisation des armes chimiques, hein, quand Poutine considérera que c'est une option à jouer, comme ça a été joué
en 2013 par Assad et contre ses propres populations à Damas. La désintoxication, l'intoxication, excusez-moi, c'est intéressant. L'intoxication systématique, hein, la Syrie en a été le laboratoire. Hein. Les bourreaux deviennent les victimes. Quand il y a crime, il n'y a pas de criminels. La contradiction entre les différentes versions, par exemple pour nier les massacres de Botcha, ça a choqué les Européens, mais enfin, il a fait ça pendant toute la guerre de Syrie. C'est-à-dire, un jour, on disait ils se sont massacrés entre eux. Un jour, on disait ah ben non, en fait, c'est des djihadistes venus de l'extérieur. Un troisième jour, on disait c'est la CIA, et le Mossad et les Saoudiens qui ont tout mis en scène. Mais le fait que ces versions soient contradictoires n'empêchait pas qu'on les mette en circulation. Donc moi, je suis convaincu d'une convergence de vues, de vision du monde entre Vladimir Assad et Bachar Poutine. Mais ça aussi, on ne pouvait pas le dire, parce que Poutine, bon, il est un peu dur, il est un peu méchant, mais il est européen, c'est un des nôtres. Bachar est un horrible despote oriental. Et donc, ce qui s'est passé pour les Syriens, à la différence d'autres peuples arabes, très tôt, ils ont dit nous sommes évidemment pour l'Ukraine, vu que c'est le même combat qui continue. Et d'ailleurs, on a vu ces conseils qui ont été donnés très tôt par des Syriens aux Ukrainiens en disant, par exemple, bétonnez vos hôpitaux. Ils vont bombarder les hôpitaux. Protégez vos écoles. Hein. Ne croyez surtout pas qu'il y a des cibles civiles qui vont être épargnées. Hein. Ce seront même des cibles prioritaires pour cet agresseur. Et donc, il y avait une très grande sagesse de ces Syriennes et de ces Syriens qui, pendant 10 ans de calvaire, n'ont cessé de nous dire ça ne va pas rester chez nous. Alors là, il est évident que la débandade occidentale en 2013, du fait du refus d'Obama de sanctionner les frappes chimiques sur Damas, est à l'origine de l'engrenage qui nous amène à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, vous pensez que si Poutine a agi comme ça, c'est qu'il ne pensait pas que l'Occident réagirait autant vu ce qu'il avait vu en Syrie ? De toute façon, comment a-t-il annexé la Crimée ? Parce que quelques mois plus tôt, en Syrie, on avait beaucoup parlé et tout s'était effondré. Donc voilà, c'est que de la gueule, excusez-moi de l'expression, mais en fait ça a été que de la gueule, y compris après la Crimée. Donc à partir de ce moment-là, après la Crimée, il y a eu le Donbass, et après le Donbass, il y a eu l'horreur actuelle. Mais ne jamais oublier que cette guerre est née au Moyen-Orient. Et elle est née parce qu'on a abandonné un peuple admirable, d'un courage inouï, face à des monstres à qui on a laissé pratiquement toute liberté pour aller jusqu'au bout de cette liquidation, et que, comme Vladimir Assad, Bachar Poutine a compris jusqu'où il pouvait mener ça également en Europe. Finalement, Jean-Pierre Filiou, si on vous suit, et moi je vous suis tout à fait, on a pratiqué une politique d'appeasement comme dans les années 30. Oui, alors on peut dire ça. Alors moi, je fais attention parce que il y a pratiquement pas un dictateur arabe qui n'a pas été comparé à Hitler, et on n'a pratiquement jamais utilisé on a utilisé le syndrome de Munich très souvent pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Mais je pense que ça va au-delà de l'appeasement, c'est-à-dire que on a cru qu'une guerre moyen-orientale pouvait rester au Moyen-Orient. C'est ça, à mon avis, la faute, pour ne pas la qualifier encore plus durement, en pensant c'est très triste, c'est très grave, mais ça restera là-bas. Alors que, vu la Syrie, l'importance de la Syrie pour notre civilisation, pour tout ce que nous sommes, à Marseille, à Paris et ailleurs, l'idée qu'on pouvait abandonner une terre pareille à une violence aussi débridée, et que ça puisse rester là-bas, et sans compter évidemment le lâche soulagement d'un certain nombre de personnes qui trouvaient que Poutine faisait la guerre pour nous là-bas. N'oublions jamais ça. Alors que on sait bien que la coalition qui a été mobilisée contre Daesh, donc sous l'égide des États-Unis et avec la France comme seconde participante, même si c'était loin derrière, elle a permis à Poutine de se concentrer sur l'opposition à Assad
en laissant les Occidentaux se charger de Daesh avec les milices kurdes au sol. Gilda Chaverdi, pareil, je vous demande pas de commenter l'Ukraine, et en plus, je pense que la guerre en Afghanistan n'est pas la matrice, comme sans doute la Syrie peut être considérée comme une partie de l'invasion russe de l'Ukraine. Mais vous avez travaillé notamment sur les images de la guerre en Afghanistan. Je le disais en introduction, écrire la guerre, c'est bien sûr pas seulement l'écrire, c'est bien sûr aussi la mettre en image, et on a vu même pour la guerre en Ukraine à quel point Boutcha était un tournant c'est-à-dire qu'il y a des moments où les images finissent par percer une sorte de mur. Est-ce que vous voyez quand même, même si comparaison n'est pas raison, des échos entre ce que les images de la guerre d'Afghanistan et celles qu'on voit aujourd'hui en Ukraine? Il faut prendre un petit micro. Oui. Même si, et tout à l'heure je précise, on verra certaines des images des artistes que vous avez montrées, mais là je fais un petit tour de table général avant. Bonjour. Bonjour. La première chose qui me vient en pensant à quand il y a le parallèle Afghanistan-Ukraine, ce sont deux crises, entre guillemets, qui se sont suivies récemment. C'est-à-dire qu'on a eu l'Afghanistan l'été 2021 et s'en est suivi quelques mois plus tard et a sensibilisé les médias, la guerre en Ukraine. Le point qu'en Afghanistan, l'événement qui a eu lieu avec la venue des talibans mettait fin à une guerre. Et en Ukraine, il y a une guerre qui a débuté. Mais c'est aussi complexe que ce soit. Il y a d'autres formes de combat qui continuent et on ne peut pas dire qu'il y ait une paix en Afghanistan. En tout cas, réfléchissons sur la question de paix. La période dont je pourrais témoigner en me faisant passeuse des artistes afghans dont j'ai suivi le travail, c'est essentiellement la période qui va de 2001 à 2021. Donc ça veut dire cette période où il y a eu l'intervention internationale, où il y a eu, après 20 ans qui ont précédé, et ces 20 ans qui ont précédé 2001, c'était 20 années de guerre successives. Donc il n'y a pas... alors je vais juste préciser. Donc il y a eu en 79 à 89 une première guerre avec l'occupation des soviétiques. Vous me reprenez si je me trompe, parce que du coup, moi je ne suis pas historienne. Mais je dis pour qu'on ait en tête, parce qu'il y a en Afghanistan plusieurs guerres, on ne peut pas parler d'une guerre, et plusieurs acteurs. Donc il y a eu cette guerre-là. Ensuite, il y a eu des combats qui concernaient le gouvernement de Najibullah, donc interne du président, avec des partis moudjaheds. Puis ça a donné lieu à la guerre civile. Puis l'arrivée des talibans en 1996, la fin du gouvernement des talibans en 2001, puis l'arrivée de la communauté internationale, des Américains, la fin du gouvernement des talibs, mais une autre guerre qui a commencé, cette fois entre le gouvernement afghan, les forces de la coalition et les talibans. Et cette guerre, ce qu'il y a de particulier, cette guerre récente, c'est qu'elle s'est déroulée parallèlement à des programmes de reconstruction. Donc il y a eu une paix relative dans le pays qui a permis à une société que certains nommeront une middle class, une classe moyenne d'émerger, de reprendre l'éducation, et à une jeunesse qui est nombreuse de s'exprimer et d'être ouvert au monde. Parce que jusque-là, pendant les 20 ans de guerre précédant 2001, le pays est dans une parenthèse. Il n'y a pas de communication avec l'extérieur. Il n'y a pas l'Afghanistan ne sensibilisait personne. Il y a très peu, mis à part les ONG, de contacts avec l'Afghanistan. Donc ces contacts-là et l'ouverture sur le monde et le retour des réfugiés arrivent qu'après 2001. Et c'est à partir de ce moment-là que des jeunes artistes pratiquent l'art et commencent à exprimer leur propre art. Alors avant qu'on vienne à ça, ce que vous dites là me fait penser, est-ce que la première, on va aborder les différents aspects de ce terme « écrire la guerre », mais c'est de la nommer comme telle. Est-ce que le début de l'écriture de la guerre, c'est de la nommer comme telle, et est-ce que alors pendant 20 ans en Afghanistan, on a parlé de guerre,
Ou est-ce qu'on a dit les guerres, la guerre, ou au contraire, on disait autre chose? Alors, c'est très difficile de parler d'histoire en Afghanistan parce que pour avoir, il me semble, hein, de ce que je peux imaginer, de ce que j'ai entendu aussi d'artistes afghans et non-artistes, parler d'une histoire, c'est dérangeant, parce qu'il n'y a pas une histoire. Les conflits sont toujours là. Le pays est toujours divisé. Et c'est ce qui fait un peu une grande singularité malheureuse du pays, c'est qu'il est divisé depuis des décennies et des décennies. Donc, parler d'une histoire, c'est très difficile, et parfois, on évite d'en parler, ou alors qui ose en parler, pour qui. Donc, et les divisions dont je parle, ce sont des divisions culturelles, communautaires, ethniques, qui sont très fortes et qui sont très sensibles. Et ce qui empêche aussi peut-être de parler, d'avoir une histoire, mais qui autorise chacun à raconter des histoires et aux historiens de s'en saisir, c'est qu'il n'y a pas eu de justice en Afghanistan. Il y a un moment, il n'y a pas eu une autorité qui a pu apporter la justice, que chacun soit réconforté, apaisé, même si une justice est toujours contestable, mais il n'y a pas eu ça. Donc les chefs de guerre ont été toujours présents, et ça laisse des plaies toujours saillantes, ouvertes. Stéphane Audouin-Rozeau et Jean-Pierre Filius, sur cette question de comment on nomme, là, donc on nous présente des opérations spéciales depuis la Russie. Est-ce que le premier travail d'écriture de la guerre, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a sous les yeux et comment on le nomme? Et est-ce que cette question de comment on appelle ce qui se passe a toujours été, depuis 1914, un enjeu, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore plus fort parce que la communication a pris plus de place? Ah ben les mots sont un enjeu en temps de guerre. Hein. Ils font partie, bien sûr. Hein, ils sont consubstantiels à la guerre elle-même. Hein, ce que l'on nomme, hein, évidemment, et la manière dont les mots sont posés sur les choses est évidemment déterminant. Non, on n'a pas toujours nommé guerre. Regardez, bien sûr, ce que nous appelons maintenant la guerre d'Algérie, comme vous savez, longtemps n'a pas été nommé comme guerre, hein, en tant que guerre, et ceci engage évidemment, emporte beaucoup de conséquences, hein, bien sûr, y compris des conséquences institutionnelles, bien entendu, pour ceux qui ont combattu, etc., etc. Nous avons donc, la guerre n'est pas toujours nommée comme telle. Il faut d'ailleurs la reconnaître. Hein, il ne va pas de soi forcément de donner une définition, hein, de la guerre. Hein, ça ne va pas de soi. Il y a des définitions anthropologiques, des définitions juridiques, des définitions philosophiques, des définitions historiques, et qui ne sont pas forcément cohérentes entre elles. Je crois qu'il est important effectivement de reconnaître la guerre quand elle est là, bien sûr, de la nommer. Mais c'est une opération, évidemment, c'est une opération en soi. Par exemple, pour être concret, on pourrait distinguer ce que c'est qu'une opération spéciale d'une guerre. Écoutez, là, ça me paraît, évidemment, ça serait, je crois que le combat sur le langage ici me paraît assez évident. Hein. Il me semble que l'Occident a cherché, évidemment, à nommer ce qui se produit sous nos yeux, à le nommer guerre de manière parfaitement justifiée. Et j'espère qu'au moins, j'espère que dans le reste du monde, je ne sais pas, Jean-Pierre Filius qui a une vision beaucoup plus large que la mienne le dira peut-être, j'espère, hein, que ce mot de guerre s'impose, car c'est ajouter une forme de déni presque obscène, compte tenu de ce que souffrent les populations. C'est ajouter une forme de déni presque obscène que de refuser le mot guerre, hein, à l'événement dont nous parlons, c'est-à-dire à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La maîtrise des mots, ça fait partie de la maîtrise du récit, dont on voit qu'elle est déterminante, Jean-Pierre Filius. Je reviens encore un peu à l'Ukraine, et puis on ira sur chacun vos terrains respectifs. Mais là, on voit à quel point la maîtrise de la communication, assez impressionnante d'ailleurs par la présidence ukrainienne, non seulement fait partie du récit, mais joue sur la guerre elle-même, parce que sans doute sans une communication aussi au cordeau, qui consiste à la fois à contrôler ce qui sort des rangs ukrainiens et à s'adresser aux communautés internationales pour les mobiliser, il n'y aurait sans doute pas eu ce soutien en armes, ce soutien global. Est-ce que, vous, comment vous voyez ça à l'aune des autres expériences? Est-ce qu'il y a toujours eu, pour le dire un peu concrètement, est-ce que le récit de la guerre joue immédiatement sur la manière dont celle-ci se déroule? Ah, bien évidemment. Hein, et d'ailleurs, c'est la première des batailles. Et la façon dont on nomme ou dont on ne nomme pas est fondamentale.
Vladimir Assad, donc Bachar el-Assad, dès le premier jour, sans doute après en avoir parlé avec Poutine, alors qu'on a des manifestations pacifiques en Syrie, affirme qu'il est en guerre contre le terrorisme international, dès le premier jour. Hein. On n'a pas tiré un coup de feu. Hein. Il y a pas, les manifestants ouvrent leur chemise sur leur poitrine nue pour montrer qu'ils ne cachent même pas de couteau. Et ce discours sur le terrorisme va être largement relayé, et pas uniquement par Poutine. Quand Poutine intervient en 2015, officiellement l'état-major russe en Syrie, quand Poutine intervient directement, avant il a soutenu inconditionnellement et avec toute une série de conseillers, mais à partir de 2015, son aviation sauve littéralement le régime Assad qui était une fois encore en train de tomber. L'état-major russe en Syrie s'appelle Centre de réconciliation. Hein, il n'y a pas d'accord de capitulation, il y a des accords de réconciliation. Hein, où on ramène les brebis égarées à la maison. Hein. Il ne peut pas y avoir de Syriens qui soient de Syriens dignes de ce nom. Hein. Ce sont des terroristes, ce sont des ennemis de la patrie, et ce sont évidemment des étrangers. Hein. Il y a toujours cette obsession qu'on retrouve dans la propagande russe en Ukraine sur l'idée que tout ça, c'est la CIA, les services occidentaux, etc. Il n'y a pas de réalité. Donc, qualifier les choses, c'est vraiment fondamental. Et ce qui me... mais en même temps, l'Ukraine nous offre deux leçons dans sa résistance d'ores et déjà admirable. La première, c'est que, alors que dans nos démocraties, la communication devient une fin en soi, je ne commenterai pas, le storytelling et le reste, là, on a une communication au service de quelque chose, qui est la résistance nationale. Zelensky et les autres dirigeants ukrainiens ne font pas de la com', ils résistent. Et la com' est au service de cette résistance. C'est pour ça qu'elle est tellement efficace. C'est parce qu'elle n'est pas déconnectée d'une réalité que des communicants auraient recréée artificiellement. Elle est parlante. Et dans cette communication, je suis vraiment frappé parce que, vu ce que je viens de dire sur la Syrie et le terrorisme, c'est que dans l'histoire, on l'a vu, en Afghanistan, les talibans étaient des terroristes jusqu'à ce qu'on s'assoie à la même table qu'eux à Doha. Et là, ils n'étaient plus des terroristes, ils étaient des gens avec qui on négociait le retrait américain. Mais dans l'histoire, ce sont toujours les grandes puissances qui ont qualifié de terroristes, dans le cadre d'une guerre asymétrique, des forces qui pratiquaient la guérilla et parfois le terrorisme. Voilà. Or là, que dit Zelensky ? Il dit... c'est la Russie qui est terroriste, l'État terroriste. Hein, et ça, c'est un discours qui, à mon avis, dont on n'a pas fini de mesurer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que dit Poutine ? Il dit c'est des nazis, avec la crédibilité qu'on peut imaginer. Alors que dire que les Russes sont des terroristes, c'est prouvé chaque jour dans la chair des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Et donc ça c'est très fort. Et évidemment, une fois de plus, les Syriens, à la fois, les bras leur en tombent et en même temps, ils disent « enfin ». Parce que depuis le temps qu'ils parlent du terrorisme d'Assad, qu'ils parlent du terrorisme de Poutine et qu'on les range dans la catégorie terroriste, là, ils voient soudain que celui qui est agressé, celui qui au départ est le plus faible, peut retourner cette accusation de terrorisme contre le puissant. Inversement, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Filiou pour dire que la communication ukrainienne est fonctionnelle, elle est performative. Performative non seulement en Ukraine, mais chez nous également. Mais on pourrait dire aussi que nous avons une grande tendance dans nos sociétés à nommer guerre ce qui n'en est pas. Il faut se souvenir quand même du grand discours d'Emmanuel Macron en mars 2020, qui à 6 reprises ouvre pour annoncer la lutte contre le Covid dans des termes dramatiques qu'on peut comprendre par ailleurs. Parce que, c'est la guerre. Et le fait que ce soit dit en début de paragraphe, nous sommes en guerre, pardon. Nous sommes en guerre. Et c'est nommer guerre, ce qui de toute évidence ne l'était pas. Et donc tout ceci, sans doute, contribue à créer une certaine confusion chez nous pour définir ce qui est guerre, ce qui ne l'est pas. Le vocabulaire de la guerre, le mot de guerre est un mot extraordinairement sérieux, absolument tragique.
Et je pense qu'il faut l'employer à bon escient. La première chose à faire, je crois, dans la cité, c'est d'employer à bon escient un mot aussi grave. Alors, on va prendre 3 exemples où il a été employé à bon escient. J'aimerais que chacun d'entre vous, vous me disiez, donc à partir de cet intitulé, de cette table ronde, Écrire la guerre, que vous reveniez un peu sur votre terrain respectif. Je commence avec vous, Stéphano Barroso, même si vous venez d'intervenir, parce que vous êtes spécialiste de la Grande Guerre, c'est la plus ancienne. Est-ce que vous considérez qu'on peut dire que ça a été la matrice au fond, d'une manière d'écrire la guerre? Et je m'interroge notamment sur le fait, est-ce que vous voyez une évolution importante au XXe siècle, avec la force de plus en plus grande des images, par rapport peut-être à ce qui se passait en 14-18? Je vais prendre le mot guerre au sens strict, justement. Je vais éviter les images, je vais la prendre au sens vraiment scripturaire. Je pense que, dans un premier temps en tout cas, il me semble que la Grande Guerre est effectivement la matrice d'une certaine écriture de la guerre, d'une écriture de la guerre moderne, qui va avec la guerre moderne elle-même d'ailleurs. Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure avec l'Iliade, la guerre, le premier grand texte de littérature occidentale naît effectivement pour dire la guerre, pour dire plus exactement 10 journées de guerre, une dizaine de journées de guerre entre Troie et les Grecs, dans une immense crise des dieux, crise des hommes. C'est ça, la première œuvre littéraire occidentale repérable. Elle a été. C'est pour dire une guerre immense. Donc, de ce point de vue, l'écriture de la guerre au XXe siècle n'invente pas. Ce qu'elle invente, c'est une forme, effectivement, d'écriture de la guerre. Tout simplement pour une raison, je crois, simple. D'abord, c'est que la Grande Guerre, qui est effectivement, à mon avis, une forme de matrice de notre écriture de la guerre et en même temps la matrice de notre temps, la Grande Guerre a été faite, assumée, si je puis dire, par des sociétés essentiellement occidentales, massivement alphabétisées. C'est une nouveauté considérable. Massivement alphabétisées et qui, d'emblée, déploie plusieurs formes d'écriture. Tout d'abord, une toute simple, la lettre. Les soldats de la Grande Guerre écrivent une lettre par jour et par personne en moyenne. Ce sont des milliards et des milliards de lettres qui ont été donc échangées très souvent par des hommes, puis évidemment par des femmes qui leur écrivent, qui n'avaient jamais écrit une lettre de leur vie. Ça, c'est une nouveauté historique et dans une certaine mesure anthropologique, évidemment considérable. Deuxième apparition, le journal intime. Le journal intime, une écriture de soi en temps de guerre, dans l'immédiateté, qui stupéfie des écrivains professionnels comme Dorgelès, par exemple, qui dans les trains voient des types qui écrivent leur journal. Mais qu'est-ce que vous faites? J'écris mon journal de guerre. Et autour de moi, je vois, il y a des écrivains partout. Et il n'en revient pas de cette appropriation. Pourquoi Parce que les contemporains, avant même d'avoir vu le feu, perçoivent très bien et très finement qu'ils participent à un événement d'une immense magnitude et qu'ils en sont les acteurs. Et puis, bien sûr, il y a ensuite ce qu'on appelle la littérature du témoignage, qui commence pendant le conflit lui-même et qui s'étend ensuite, bien sûr, dans l'après-coup, immédiat ou à plus longue distance. Et puis, enfin, sans doute une quatrième sorte, qui est les fictions écrites par les descendants, et souvent les descendants de la 3e génération. La 3e génération, c'est la mienne, celle des petits-enfants. Des acteurs de la Grande Guerre. C'est trop près encore? Oui, il y a très peu. Oui, il n'y a pas. C'est ce qu'on appelle le phénomène de 3e génération. La première subit, la deuxième se tait, la troisième pose les questions. Pour simplifier extrêmement, je ne voudrais pas faire de la psychologie de bazar. C'est ce que je suis en train de faire plus exactement. Quand je dis que je ne veux pas en faire, c'est ce que je suis en train de faire devant vous, ce que je ne devrais pas faire. Mais ce qui est important derrière ces modalités d'écriture massives, on continue aujourd'hui à publier des lettres, des carnets, etc., c'est qu'au fond, des acteurs sociaux anonymes, à la base, le simple soldat, par exemple, se sent légitime pour prendre la parole et pour la prendre à l'écrit. Soit dans ses lettres, bien sûr, soit dans son carnet personnel, soit dans un témoignage qu'il va le donner après le conflit. Et là, il y a une nouveauté fondamentale à cette échelle et nous n'en sommes pas sortis. Nous ne sommes pas sortis de cette légitimité de l'acteur social de base à écrire, mais aussi
à photographier, mais aussi à dessiner, mais aussi à peindre, etc., etc. Et ce sont bien sûr les autres formes d'écriture de la guerre, entre guillemets. Il y a eu cette idée, et puis il y a évidemment autre chose sans doute qui joue, et j'en finis là. C'est le fait que l'expérience de la guerre moderne est évidemment une expérience incommensurable avec ce qu'était l'expérience de violence des conflits précédents. Et l'écriture, ici, je crois, et ça c'est nouveau, et il me semble qu'on le retrouve avec l'Ukraine, l'écriture ici, et puis évidemment la peinture, la danse, la photographie, le dessin, etc. Mais l'écriture, c'est vraiment la mise d'une expérience incommensurable sous le contrôle du langage. Et sous le contrôle d'un langage artistique, éventuellement, pour moi, mais à coup sûr, en tout cas, sous le contrôle d'un langage écrit, sous le contrôle de l'écriture. Et ça, évidemment, c'est une nouveauté considérable, et il me semble que nous restons, je ne suis pas littéraire moi-même, mais il me semble que nous restons globalement dans cette configuration. Avant peut-être qu'on voit certaines images d'artistes sur Afghanistan, Jean-Pierre Filiu, est-ce que vous, dans la guerre en Syrie, vous retrouvez là toute la matrice que décrit Stefano Doiruso? Et plus généralement, vous avez commencé à en parler, la manière dont on n'a pas entendu les Syriens parler de leur guerre. Là, aujourd'hui, vous êtes venu avec un livre de Catherine Cocchio sur la Syrie. Catherine Cocchio qui fait aussi partie des coordinatrices d'un livre noir sur la Syrie qui revient sur non seulement la séquence ouverte en 2011, mais en fait des décennies de règne d'Assad. Comment est-ce que vous jugez la manière dont aujourd'hui on se fait le récit de la guerre en Syrie? Alors, avant peut-être la manière dont on se fait le récit, rappelez que cette guerre de Syrie a été la guerre d'une défaite absolue, non pas de toutes les valeurs de l'humanité qui ont été violées, piétinées, pulvérisées sur place, mais aussi d'une croyance que si on voit l'horreur, on va se mobiliser contre l'horreur. Or, c'est la guerre qui a produit le plus d'images, le plus de documents, dont on a bien vu que très vite, ils ont été neutralisés parce qu'on a mis en cause la légitimité des producteurs de ces images. Et que là aussi, Poutine a très largement conseillé Assad en lui indiquant très tôt qu'il fallait à tout prix qu'il n'y ait plus aucun journaliste occidental physiquement présent en Syrie. Comme ça, on pourrait mettre en cause la crédibilité des Syriennes et des Syriens qui témoignaient, les fameux journalistes citoyens. Alors effectivement, dans ce livre de Catherine Cocchio que vous évoquez, À quoi bon encore le monde, qui n'est pas une citation syrienne, mais je vous laisse le découvrir, mais qui en dit long sur le sentiment d'abandon qu'ont connu les Syriennes et les Syriens. Et elle rappelle ce texte qui avait été publié au bout de quelques mois de révolution sur E89 par Khaled Khalifa, l'immense romancier, entre autres, de La mort est une corvée. Alors que disait Khaled au début de 2012 ? Mon peuple est un peuple de paix, de café, de musique que j'espère vous savourerez un jour, de roses dont j'espère qu'un jour le parfum vous parviendra, afin que vous sachiez que le cœur du monde est aujourd'hui exposé au génocide et que le monde entier est complice du sang versé. Je ne peux rien dire de plus dans ces moments difficiles, mais j'espère que vous agirez par solidarité avec mon peuple de la façon que vous jugerez appropriée. Je sais que l'écriture est impuissante et nue devant les canons, les tanks et les missiles russes qui bombardent nos villes et nos civils, mais je n'ai aucune envie que votre silence aussi soit complice du meurtre de mon peuple. 10 ans plus tard, on sait ce qu'il en a été, mais on voit qu'en même temps, cet appel, il a largement résonné dans le vide, ou pire, il a été détourné, et ceux qui étaient victimes ont été qualifiés de criminels, ceux qui étaient résistants ont été qualifiés de terroristes, etc. etc. Donc, c'est cette idée que voilà, peut-être que maintenant on va comprendre parce que c'est l'Europe. Donc, en fait, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec la Syrie, les Syriennes et les Syriens, et ça a tout à voir avec nous. C'est-à-dire que nous n'étions pas capables, nous n'étions pas en mesure,
pour 1000 raisons qu'on pourrait discuter, de comprendre que couvait un monstre qui inévitablement allait s'en prendre à nous à un moment ou à un autre. Et que la fraternité que nous aurions dû ressentir pour les Syriennes et les Syriens n'était pas uniquement une espèce de solidarité plus ou moins romantique, mais ça aurait été, excusez-moi d'utiliser ce mot, une décision rationnelle. Alors là, pour le coup, je rejoins tout à fait la définition de l'appeasement que donnait Stéphane Audouin-Rousseau. Dans ce cadre-là, il est évident que ça nous aurait coûté beaucoup moins cher d'arrêter ce monstre-là en Syrie. Et que non seulement nous aurions sauvé la Syrie, non seulement nous aurions peut-être sauvé une partie de l'Ukraine, mais accessoirement, vu que c'est quand même l'alpha et l'oméga de nos préoccupations, nous aurions eu chaud cet hiver. Stéphane, vous voulez réagir avant que je pose une question à Gilda ? Oui, je suis évidemment d'accord avec Jean-Pierre Filiou et très sympathique au sens vrai du terme de sa forme, de son engagement et de ce qu'on perçoit bien sous sa parole, c'est-à-dire sa colère. Et cela dit, est-ce que nous voyons bien ce qui se joue actuellement en Ukraine, maintenant que le danger est beaucoup plus proche de nous, qui peut même s'en rapprocher encore, si jamais, bien sûr, le seuil nucléaire a été franchi par la Russie dans les semaines qui viennent. Eh bien, moi, ce qui me frappe en tant qu'historien du fait guerrier, depuis une quarantaine d'années maintenant, de longues années, c'est à quel point, dans le cas de l'Ukraine, et un peu dans le même schéma que la Syrie, nous avons été pétris d'inconscience. Et pas une seule fois, dans toute une série de lignes d'inconscience. La première, évidemment, c'était notre inconscience face à l'éventualité de l'attaque russe, entre novembre, décembre et février. Ça n'aurait pas lieu, puisque ce serait irrationnel de la part de la Russie d'attaquer l'Ukraine. Ce raisonnement stupide qui a été développé par tant d'experts dans les chancelleries, les services de renseignement, les experts universitaires, bien entendu, des relations internationales, etc., etc. Puis, bien entendu, ensuite, notre inconscience de la possibilité d'une guerre longue, ce sera vite fini. Et puis, on suivait de très près les négociations de paix, dont on se rend compte évidemment qu'elles ne pouvaient pas aboutir. Mais ça va se terminer rapidement. Donc, deuxième déni. Troisième déni, très important. Et là, on se rapproche de la Syrie. Le déni des atrocités. Quand la marée russe s'est retirée, à Boutcha en particulier, qu'on a découvert évidemment l'ampleur des atrocités commises, stupeur des Européens. Comment les Russes n'avaient pas aidé les vieilles dames à traverser la rue? Quelle surprise! Est-ce qu'on sait ce que la guerre véhicule avec elle, et est-ce qu'on sait ce que la manière russe de faire la guerre véhiculait inévitablement avec elle? Eh bien non, on ne le savait pas. Et on ne voulait pas le savoir. Et maintenant, je me demande si nous ne sommes pas devant le même type de refus de voir, devant évidemment les possibilités qu'a la Russie maintenant, qu'elle a juridiquement annexé les territoires que nous savons hier, devant les possibilités qu'a la Russie d'enfoncer le tabou chimique et le tabou nucléaire dans les semaines qui viennent. Et donc, cette inconscience dans laquelle nous avons été à l'endroit de la Syrie, bien nous l'avons réitérée, à dire vrai, à l'endroit de l'Ukraine, malgré la proximité, malgré la couverture, malgré le fait que ce soit l'Europe, malgré le fait qu'il y ait des millions de réfugiés chez nous, malgré ce que nous disent les Polonais, ce que nous disent les Baltes, ce que nous disent les Roumains, etc. Eh bien, nous avons réitéré notre inconscience. Pourquoi? À mon avis, c'est là peut-être Jean-Pierre Filiou ne sera pas d'accord avec moi, parce que la guerre, en Europe occidentale, en France en particulier, est sortie de notre horizon d'attente, entièrement. Et non seulement la guerre, mais le fait militaire. Le fait militaire est sorti de notre horizon d'attente depuis la fin des années 90. Nous avons cru que nous avions atteint cette forme de parousie, de relations entre États, dont la guerre serait pour toujours débarrassée. De très vieux rêves des libéraux depuis le XIXe siècle. Nous pensions, à travers l'Union européenne, que nous y étions parvenus. Évidemment, ça nous
ça nous rend très mal armés pour regarder en face ce qui se joue, et bien entendu, pour lire, pour comprendre les images, pour lire les textes, et pour simplement, comme j'aime beaucoup le dire, une phrase de Peggy, pour voir enfin ce que l'on voit. Ah, d'accord. Une phrase pour dire que je souscris à ce que dit Stéphane Aulien-Rousseau, parce qu'il faut savoir que comme historien, nous avons tous une certaine pratique du tragique, et que la rationalité lisse n'est pas exactement ce qui nourrit notre discipline. Et comment avons-nous fait, nous, historiens, pour enseigner le tragique de notre contemporain, le tragique guerrier, en l'enseignant de telle sorte que les gens le comprennent comme un passé définitivement révolu et non pas comme un présent possible? Ça, c'est une question que je nous pose et qui est de notre responsabilité. On va continuer sur ces questions, mais je voudrais vous donner la parole, Gilda Chaverdy. Avant qu'on regarde quelques images de l'exposition que vous aviez, qui s'était faite sous votre égide ici au MUSEM, est-ce que, au fond, une exposition comme ça, vous la faites pour répondre un peu à ce que disent là Jean-Pierre Filiu et Stéphane Aulien-Rousseau, pour faire voir? Et la deuxième question qui se pose, je trouve, quand on les entend parler là tous les deux, c'est est-ce qu'au fond, on peut faire un récit de la guerre, alors là, en l'occurrence en images, qui doit être en colère? Ou est-ce qu'on peut faire un récit apaisé de la guerre? Tout d'abord, je voulais réagir à ce que vous avez dit. Je retiens deux mots de l'expérience des guerres, qui est les mots rationnels et déni que vous avez employés. Et il me semble que ce qui a motivé l'expression et une écriture qui n'est pas seulement donc l'écriture, mais l'expression artistique d'une partie de la population en Afghanistan, en tout cas des artistes et d'autres qui y sont sensibles, puisque publics, c'est justement un moment de la guerre. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, c'est récemment, il y a eu, donc après 2001, un espoir de paix et de sécurité. Or, à un moment, il y a eu, la guerre a échappé aux Occidentaux, aux Américains. Il y a quelque chose qui comme boule de neige, a augmenté et personne n'a réellement su ou n'a voulu savoir comment s'en sortir. Et il y a eu une stratégie de guerre, justement, qui a été gagner les cœurs et les esprits. Et dans cette stratégie-là américaine, il s'agissait d'utiliser aussi la culture pour communiquer à la population que la sécurité est là. Ne vous inquiétez pas, regardez les émissions de télévision, regardez les œuvres, etc. Tout va bien. Et donc, ils ont utilisé les artistes au moyen de programmes culturels, d'appels à projets, pour dire que ça va, on est dans un pays qui va bien, la police assure notre sécurité, l'armée aussi, et donc on peut, nous, entamer les négociations. Or, à ce moment-là, quand ça arrive, on est entre 2011, vers 2010, 2014, je dirais. 2014, c'est vraiment l'annonce du retrait des troupes de la coalition. Et à cette période-là, la population n'est pas dupe. En tout cas, je parle de celle des villes. Et les formes de guerre qu'il y a, c'est pas seulement avec des armes sur les terrains et des soldats qui combattent, des avions et des chars. Enfin, il y en avait peut-être pas assez. Mais c'est une forme nouvelle aussi de guerre qui est les attentats qui arrivent dans les villes et qui perturbent considérablement le climat. Donc là, la population qui n'est pas tellement dupe de ce mot sécurité, qui est aussi un mot important, parce qu'on parlait des mots, on a promis la sécurité, or la sécurité n'a pas existé en Afghanistan. Et c'est aussi, c'est-à-dire que c'est cette sécurité qui a coûté des milliards de dollars et dont personne n'a vu la trace. Et c'est ce dont s'emparent les artistes afghans pour eux, avec leur regard, avec leur lucidité, prendre cette responsabilité de raconter où en est leur société, quel est le climat de leur ville,
quelles sont les nuances que n'arrivent pas à transmettre les médias, puisque ça reste binaire, les talibans, les méchants, et les occidentaux et le gouvernement, les gentils. Donc c'est eux qui peuvent apporter cette nuance de la complexité, avec des médiums qui sont très différents, qui sont la peinture, oui, la photographie, mais pas seulement. Il y a aussi des œuvres qui invitent l'expérience physique directe. La peinture, évidemment, mais il y a des installations vidéo, il y a des performances. Les artistes vont dans la rue performer. Donc ça, c'est... Alors justement, là, vous faites la transition. Je pense qu'il vaut mieux qu'on voit les images parce que tout le monde n'a pas forcément vu votre exposition. Alors, je préviens, j'ai demandé à Gilda Chaverdi un exercice impossible. C'est... pas résumé, mais en gros, l'exposition que vous avez faite en quelques images et en quelques minutes. Donc, pour prendre voilà, quelques exemples d'une manière de mettre en récit, en image, la guerre. Donc, je propose que voilà, on regarde tout de suite les images, puisque vous parliez de performance dans la rue, et c'est la première que vous avez choisie. Oui, donc cette image, c'est celle d'une performance. Donc, les artistes ont très vite compris aussi l'utilisation de l'image qui est faite en ce millénaire, qui est très numérique. Donc, l'importance des médias, l'utilisation des médias. Il y a dès 2001, il y a cette jeune génération, et c'est important de le resituer pour comprendre les œuvres, mais j'irai vite, hein. Promis. Ah bah là, il faut déjà aller vite. Hein. Il ne faut pas me donner un futur, là. D'accord, donc je vais aller vite. Donc ils ont compris le langage mondial pour s'insérer et s'adapter. Qu'est-ce qu'ils veulent dire dans cet ensemble. Donc là, c'est une performance qui a eu lieu après un attentat qui s'est déroulé en 2014 dans un restaurant où il y a eu 21 victimes. L'artiste a proposé de faire une performance, c'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation. Cette manifestation était pour dénoncer les guerres, ce type d'attentat, l'insécurité, et rendre hommage aux victimes. Et cet artiste a réalisé cette performance. Il s'est inséré dans ce cortège de manifestants et s'est effondré autant de fois qu'il y a eu de victimes, en hommage justement à ces morts, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un attentat, il s'agissait de dire « il ne s'est rien passé, tout va bien », donc on efface ce qui s'est passé et on fait comme si rien n'était. Donc ça, c'était important. Donc là, c'est des captations, enfin c'est des photos de... on peut passer à la suivante, de la performance. Ici, c'est une photo de Farzana Ouaidi. Il me semblait que c'était intéressant parce que dans le rapport avec l'histoire, ici c'est un jeune couple qui se marie et qui a décidé comme décor pour immortaliser ce moment important de ce palais qui est en ruine, qui s'appelle le Dar ol-Aman, c'est le palais de la paix. Donc c'est une manière de se rapproprier l'histoire de son pays. C'est là que je veux construire, c'est avec ces ruines. Donc on est dans une action qui, dans un souhait qui est de ne pas nier justement le passé. Là, c'est une photo de Morteza Herati et c'est aussi dire qu'en dehors de la guerre, il y a une vie qui continue. Et ces moments où on s'échappe à la tension et à l'hostilité de la ville, il y a ces enfants, il y a cette vie, il y a cet avenir. Donc il y a toute une série que Morteza a réalisée en suivant des enfants de la rue et en voyant où est-ce qu'ils vont pour s'amuser. Et évidemment, l'eau, le fleuve. Ici, c'est une toile de Latif Eshrak qui s'appelle Farhunda. Je parlais des divisions ethniques tout à l'heure qui sont très présentes en Afghanistan. Cette toile-là rend hommage à une femme qui s'appelle Farhunda qui était étudiante en théologie et qui a décidé d'aller voir le mollah de sa mosquée et de lui dire mais ce que tes pratiques quand tu dis que tu vas apporter le bonheur aux femmes, à mes sœurs qui viennent te voir, ces pratiques sont lucratives. Tu leur dis, tu leur prédis des choses, tu leur prends leur argent et ça n'arrive jamais. Donc il remettait en cause ces pratiques lucratives. Le mollah a crié au blasphème et cette femme, Farhunda, s'est fait lapider par une foule d'hommes. La foule a augmenté, c'est considérablement augmenté et elle a été non seulement lapidée mais tuée sur la place donc publique aux yeux de tous, pris par les téléphones portables. Et cet événement-là
les artistes, quelle que soit l'appartenance culturelle, ethnique, ont été tous bouleversés. Et tous ont voulu la présenter comme celle qui portait la voix d'une vérité. Et c'est une des raisons pour laquelle elle est nue au centre de la toile de l'artiste, celle qui est la vérité. Ici, c'est une toile d'un artiste qui s'appelle Mohsen Tauscha. Mohsen Tauscha a fait une série d'œuvres qui s'appelle La Renaissance du Rouge. Et Mohsen Tauscha a été inspiré par un événement malheureux. Et pour lui, c'est important d'inscrire cette injustice dans l'histoire de l'Afghanistan, qui est très ou trop, à ses yeux, étouffée, qui est l'injustice à l'encontre de la minorité chiite Hazara. Les Hazaras, ils ont subi le génocide, ils ont été en dehors de tout droit dans le pays, c'est-à-dire ils n'avaient pas le droit à certaines fonctions, pas le droit d'être enseignants, etc. Et après 2001, ils ont retrouvé leurs droits, mais les tensions existent et perdurent dans la société. Un été, Mohsen Tauscha a participé à une manifestation justement de la communauté des Hazaras. Cette manifestation, les manifestants exprimaient leur mécontentement à l'encontre d'une décision gouvernementale de faire passer les lignes électriques en dehors de la région du Hazarajat. Pendant la manifestation, des kamikazes sont rentrés dans la foule et se sont fait exploser. Mohsen était là, donc il a vu les siens partir et il a ramassé les corps avec les siens et ils sont allés les enterrer sur une colline qui s'appelle la colline des martyrs. Mohsen s'y est rendu sur cette colline à plusieurs reprises pour partager le deuil et c'est ça qui lui a donné cette inspiration pour faire cette œuvre, cette série d'œuvres qui s'appelle la Renaissance du Rouge. C'est non seulement méditatif, mais c'est une lutte, c'est mettre en lumière ces identités qu'on efface. Voilà. Ici, c'est une installation vidéo d'un artiste qui s'appelle Aziz Hazara. Aziz Hazara a intitulé cette installation vidéo dialectique. Et justement, cette œuvre-là tente de comprendre l'histoire. En tout cas, d'essayer de la nommer, de se situer. Aziz Hazara nous expliquait que pour lui, ça l'amusait quand il était petit. Il voyait les tirs des Américains au moment où il y a eu la chute des talibans. Il était heureux, il voyait des lumières vertes. Pour lui, c'était la fête, mais il n'avait aucune conscience de qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que c'était. C'est une fois, et ça c'est intéressant, c'est quand il a commencé ses études et qu'il s'est éloigné de l'Afghanistan, de son pays, où parler de l'histoire et trouver une narration était difficile, qu'il a lu sur l'histoire. Il a lu des ouvrages écrits par d'autres, c'est-à-dire d'autres, j'entends pas des Afghans, des Occidentaux. Il s'est nourri et il est revenu avec un autre regard. Cette installation met en scène son incapacité justement à trouver une narration. Comment raconter l'histoire et comment raconter son histoire dans cette histoire. Et donc il met en scène dans cette installation des images de la guerre de 79 à 2001 et celle de 2001 à l'époque c'était 2017, la fin de l'œuvre date de 2017. Et ces images sont projetées et passent au travers d'une vitre sur laquelle l'artiste avait recouvert, avait mis la terre d'Afghanistan. Donc on a des reflets de ces histoires-là, parce que l'histoire est multiple, justement. Et sur les images, il y a un bègue qui parle et qui raconte un poème. Et ce bègue, justement, raconte toute cette difficulté à dire les mots. Merci d'avoir tenu l'exercice, Lisa Chaverdi. Deux questions à partir de là, un peu plus générales, à partir de voilà un exemple parmi d'autres d'une manière de faire décrire la guerre. À vous, Stefano D'Orozzo et Jean-Pierre Filiu,
Parce que là, donc c'est un exemple de gens qui viennent après la guerre. Qui en priorité écrit la guerre? Est-ce que c'est ceux qui la font? Ou est-ce que c'est les témoins directs? Ou est-ce que c'est les gens qui viennent après, comme les historiens, comme les politiques, qui en fait en constituent la mémoire? Première question. Et deuxième question, au fond, qui est liée, est-ce que cette manière... on écrit la guerre pourquoi? Pour témoigner ou pour aboutir à un récit sinon commun, un récit partagé, partageable? Je sens que ça va être encore pour moi de commencer, ce qui donne à Jean-Pierre Philu le temps de réfléchir, moi pas. J'ai plus de chances de dire des bêtises. Je crois que c'est ce que montre la leçon de la Grande Guerre et des conflits suivants. Deuxième Guerre mondiale, Vietnam, des conflits encore en particulier que je connais un petit peu. C'est que le noyau, me semble-t-il, de la littérature, des écritures de guerre. Je prends le terme écriture au sens plutôt étroit que large, plutôt au sens strict, disons. Bien que le noyau est plutôt constitué, me semble-t-il, en Occident, par le récit combattant. Alors la Grande Guerre, de ce point de vue, est un cas évidemment particulier. On voit bien que la littérature occidentale du XXe siècle, si vous enlevez la littérature combattante, ne serait-ce que de la Première Guerre mondiale, le territoire est dévasté. Vous enlevez Barbus, vous enlevez Genevois, vous enlevez Junger, vous enlevez Céline, vous enlevez Giono, vous enlevez Hemingway, vous enlevez les poètes de guerre britanniques. À la fin, il ne reste plus personne. Donc on voit bien cette prégnance du témoignage combattant, même si, bien entendu, le monde civil par là a pu aussi prendre la guerre, mais le témoignage combattant est premier. Pour quelle raison? Après tout, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas du tout de soi. Il me semble que l'une des raisons, c'est que le monde du combat, c'est pour ça qu'il m'intéresse tellement d'ailleurs, le monde du combat est un monde évidemment pour ceux qui n'ont pas combattu et parfois pour ceux qui ont combattu. Un monde extraordinairement obscur, extraordinairement mystérieux et qui a besoin de se dire et qui trouve évidemment un public pour tenter d'entrer dans cette forteresse. Donc il y a sans doute cette raison au primat, une sorte de primat, disons, de l'écriture combattante. La deuxième chose, je la disais tout à l'heure, la deuxième raison sans doute, c'est que effectivement l'expérience combattante dans la guerre moderne, celle du XXe et du début du XXIe siècle, celle d'Ukraine en ce moment, est une expérience incommensurable pour ceux qui l'ont vécu, avec un besoin très, très urgent de mettre cette expérience, comme je le disais, sous le contrôle du langage, ou sur le contrôle effectivement du dessin, le contrôle de la vidéo, comme on le voit par exemple en Syrie, où les vidéos ont été, où une grande partie de l'écriture de guerre est une écriture par vidéo, comme le montre très bien quelqu'un comme une collègue et amie comme Cécile Boex, par exemple. Ça passe beaucoup plus sans doute par la vidéo ici que par l'écriture au sens traditionnel du terme, mais cette mise de l'expérience sous le contrôle du langage, ou en tout cas d'un langage, qui peut être un langage artistique, un langage littéraire ou un autre, eh bien, est sans doute une nécessité. Non seulement pour les acteurs sociaux, mais pour nous-mêmes, qui interrogeons, qui cherchons à interroger les acteurs sociaux pour tenter de comprendre ce qui s'est joué dans un événement d'une telle magnitude. La guerre est, à mon avis, l'événement le plus important qui puisse advenir, l'événement collectif le plus important qui puisse advenir aux acteurs sociaux à titre individuel et à une société. Et donc il est assez logique que quand elle se produit, eh bien, nos sociétés, je ne sais pas pour les autres, mais je parle des sociétés occidentales, que nos sociétés ne cessent de s'interroger et n'ont jamais fini de s'interroger sur ce qui s'est joué dans l'événement. Et c'est pour ça, sans doute, que, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, qui tout de même est maintenant plus éloignée de plus d'un siècle de nous continuons à l'interroger à travers l'écriture. Alors, les écritures du moment,
que nous ne cessons d'interroger, les écritures de l'époque, mais que nous retrouvons, et puis que nous l'interrogeons par nos écritures à nous, c'est-à-dire les écritures des sciences sociales, à mon avis, très inférieures en termes de pénétration, très inférieures aux écritures des artistes, hein, qui ont une capacité, évidemment, de perception, hein, beaucoup plus fine, mais enfin... C'est ce que nous avons, nous, hein, et nous n'avons pas d'autres armes que celles des sciences sociales, et nous ne cessons, hein, d'interroger, hein, ces événements, nous ne cessons d'interroger, hein, les guerres, les génocides, les massacres de masse, et nous n'avons pas fini. Alors Jean-Pierre Fillu a eu le temps de réfléchir, donc je vais à ma question trop vaste, donc je vais essayer de la préciser un peu. Non, mais notamment parce que là, avec l'Afghanistan et avec que je réfléchisse. Non, mais non, parce que je vais la préciser. Avec l'Afghanistan et avec la Syrie, on n'est pas du tout, enfin, c'est évidemment pas comparable, mais on est face à des guerres qui sont à la fois civiles et internationalisées. Du coup, moi, je me pose un peu la question de est-ce qu'un des buts, c'est pas le seul, mais de l'écriture de la guerre, c'est voilà, de produire un récit commun. Et est-ce que ça peut se faire de la même manière dans une guerre à consonance civile et dans une guerre entre nations? Est-ce que pour vous, voilà, il y a de ça dans la manière dont on fait le récit, de se permettre un futur, du coup, de se mettre sinon d'accord sur un passé, du moins d'éviter les négationnismes, les relativismes dont on sait à quel point ils préparent les guerres du futur? Alors, je me bornerai à la Syrie, ce qui n'est déjà pas mal, et rappeler une évidence. C'est Assad qui a déclenché la guerre contre son propre peuple. Le peuple syrien, lui, voulait faire la révolution par des manifestations pacifiques. Il ne voulait pas quelque chose qui va devenir la guerre. D'ailleurs, si on peut reprocher quelque chose aux révolutionnaires syriens, c'est de ne pas avoir préparé la guerre, d'être rentré dans la violence à reculons, et donc du coup de s'être retrouvé en incapacité d'avoir une chaîne de commandement intégrée. Et en fait, ça a été cette fragmentation dès l'origine, avec des groupes d'autodéfense et des déserteurs, qui a permis ensuite toutes les manipulations qu'on sait. La deuxième chose, c'est que les Syriens ont énormément écrit. Je ne vais pas rappeler cette citation, mais parce qu'ils pensaient que le monde entendrait, hein, qu'il entendrait leurs mots, qu'il verrait leurs images, qu'il viendrait à leur secours, parce qu'ils disaient aussi ce qui se joue ne nous concerne pas que nous, hein. Et là, on peut quand même constater un échec cinglant qui a, jusqu'à aujourd'hui, traumatise les Syriens et a fait qu'il y a une perte de sens, parce qu'il y a une perte de confiance dans un système international qui était censé les protéger, alors qu'on voit bien que l'ONU, pour pas la citer, a non seulement abdiqué, hein, cette mission, mais on sait qu'à Alep, les seuls hôpitaux qui n'ont pas été bombardés par les Russes sont ceux qui n'avaient pas donné leurs coordonnées à l'ONU. Parce que les Russes ont évidemment profité de l'information que l'ONU leur donnait, non pas pour préserver ces sites, mais dans leur logique guerrière à eux, les bombarder systématiquement. Mais maintenant, si on écrit, et les Syriennes et les Syriens n'ont jamais cessé d'écrire et de créer, le MUSEM l'avait montré admirablement pour le 10e anniversaire de la révolution syrienne, dans cette même scène. Donc aussi bien par l'art que par les mots. Mais aujourd'hui, si on écrit en Syrie, c'est pour exiger justice. Et c'est là où l'Ukraine redonne espoir aux Syriens. Parce qu'on voit bien que ce qui paraissait inconcevable, aujourd'hui, eh bien, il y a un rapport de force que la résistance ukrainienne a créé, qui est que de dire non, les criminels seront jugés. Et il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas de justice contre ces criminels. Alors que, il ne faut quand même jamais oublier que le consensus international, à partir de ce qu'on a très improprement appelé les printemps arabes, c'est de dire essayons de convaincre les dictateurs de partir gentiment, accordons-leur l'immunité, protégeons même leur compte en Suisse pour qu'ils fassent le moins de mal possible. Et vous, les révolutionnaires qui exigez qu'ils s'en aillent sans aucune condition, et si possible qu'ils soient jugés et éventuellement qu'ils subissent la peine qui leur revient, eh bien c'est pas bien. Il faut savoir qu'au moment où Khaled Khalifa écrit ça, à l'ONU, dans les chancelleries, on exalte ce qu'on appelait le scénario yéménite.
C'est formidable. Ali Abdallah Saleh est parti de son plein gré. Donc le Yémen va être par définition un oasis de paix et de prospérité. On a vu ce que ça a donné. Hein. Avant tout, parce que le dictateur a pu conserver sa capacité de nuisance intacte, même quand il avait formellement quitté le pouvoir. Est-ce que je peux répondre à votre question, parce que j'ai eu le temps de réfléchir pendant que Jean-Pierre Filiou, tout en l'écoutant attentivement, bien sûr. Je me suis demandé si votre question, Joseph Courafaux, n'était pas un peu optimiste, en fait, tout simplement. Hein. Moi, je suis plutôt un pessimiste, hein, bien sûr, à l'endroit de la guerre, avec cette idée, au fond, que l'écriture de la guerre pourrait être le lieu d'une vérité partagée, d'un récit commun. Il me semble que c'est difficile à concevoir, parce que la guerre, par définition, est agonistique, par essence. Elle oppose, par essence. Dans le cas de guerre interétatique, comme la Première Guerre mondiale ou comme la guerre russo-ukrainienne, elle nationalise, si je puis dire. La nation ukrainienne n'a jamais sans doute autant existé depuis 1917 qu'elle n'existe en ce moment, et pour longtemps. Et donc, il est assez logique que cette dimension agonistique de la guerre se retrouve dans l'écriture. Ça paraît évidemment assez logique. Et même si nous préférons ne pas le voir. Je vais prendre juste un exemple, donc un exemple d'historien de la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez qu'en novembre 2020, Maurice Genevoix est rentré au Panthéon dans d'ailleurs une très belle cérémonie, donc en plein Covid, de nuit, est rentré au Panthéon, donc avec son fameux ouvrage, Ceux de 14, c'est-à-dire qu'en fait la totalité des soldats de 14 entraient avec lui au Panthéon, il était le chef d'une énorme phalange finalement des 8 millions de soldats français de la Grande Guerre, ce qui est un peu stupéfiant. Et il y entre au milieu d'œuvres d'Anselm Kiefer, de l'allemand Anselm Kiefer, œuvres parfois prêtées, parfois données, qui sont donc une installation permanente désormais au Panthéon à Paris, ce qui ne s'était évidemment jamais fait depuis que le Panthéon est le Panthéon. Bien, personne à ce moment-là n'a mentionné, mais évidemment je le savais, mais personne n'a mentionné la dimension parfois atrocement anti-allemande du livre de Genevoix, écrit pour partie pendant la guerre, après sa blessure, et pour partie juste après. Avec des textes anti-allemands qui, aujourd'hui, si je vous les lisais, vous jugeriez ces textes ignobles. Avec des phrases insupportables sur l'odeur allemande en particulier. Des phrases littéralement du racisme le plus inepte et le plus répugnant. Nous l'avons oublié, vous voyez, et c'est Genevoix. C'est-à-dire, au fond, un des plus grands écrivains de la Grande Guerre français. Et voilà. Et donc, vous voyez, si vous partez du récit de Genevoix, croyez-moi, on est très loin d'un récit commun sur la Première Guerre mondiale. Mais évidemment, nous avons relu cette œuvre de telle sorte qu'elle puisse, bien sûr, elle puisse participer d'un récit commun qui, à dire vrai, n'a jamais existé. Alors, je le disais en introduction, cette table ronde n'est que l'ouverture d'une journée complète, donc on doit bientôt, à 16h, libérer la salle. Du coup, une dernière question pour préserver un temps d'échange avec le public. L'écriture de la guerre, elle est faite par les vainqueurs ou autant par les vaincus ? En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, elle est faite par les vainqueurs et les vaincus. La littérature de guerre allemande, un des plus grands écrivains allemands, donc évidemment Ernst Junger de la Grande Guerre, et peut-être probablement plus important que tout écrivain français de la Grande Guerre, en dehors peut-être de Céline et de Blaise Cendrars, montre que vous avez en fait une production massive. La question de la victoire et de la défaite ne se pose plus, à mon avis, de la même manière dans la guerre moderne, pour une raison simple. Très simple, c'est que la guerre moderne ne fait que des vaincus. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou sinon je peux vous prêter le mien, mais je ne vois pas grand-chose. C'est la question, est-ce qu'il n'y a pas une immense différence sur l'écriture de la Première Guerre mondiale et le monde d'aujourd'hui ? Stéphane Audouin-Rousseau, vous nous dites tout le monde écrivait, etc. Et puis après, pour aller vite, quand on arrive à la Seconde Guerre mondiale, il y a sûrement moins d'écriture. Et puis on se retrouve dans l'innommable. Ça devient Paul Celan et Jorge Semprún, peut-être, quoi. Et la guerre d'Algérie, sur le moment, est-ce qu'elle a été beaucoup écrite ?
Est-ce qu'il ne faut pas attendre justement le roman Vignier pour qu'elle soit écrite? Est-ce qu'il n'y a pas une immense différence, comme Walter Benjamin disait, après, dans les années 30, il n'y a plus de narrateur? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'écrire vraiment la guerre? Qu'on puisse l'analyser, faire de la géopolitique, dire on se gourre, etc., on s'est trompé, mais vraiment dire le contenu de la guerre, la tragédie de la guerre, qu'est-ce qui en est capable? Écoutez, je sais bien que c'est une idée séduisante et qui a été émise, hein, bien sûr, plusieurs fois, par des tas. Cette idée que la guerre moderne, et en particulier le génocide, un peu lié à la guerre, de manière insécable, mais tout de même distincte de la guerre, serait indicible. Et moi, ce qui me frappe en tant qu'historien, excusez-moi, c'est que la guerre est tout à fait dissible. Et que le génocide aussi est dissible. Tout à fait dissible. Il est peut-être atroce qu'il soit dissible, mais il est dissible. Je m'intéresse depuis de longues années au génocide des Tutsis rwandais de 1994. Et je puis vous dire que dans cette société, pourtant, où une large partie de la population n'était pas alphabétisée en 1994, qui, par ailleurs, n'est pas une société de culture écrite, hein, mais une société de culture orale, massivement, eh bien, le génocide, dans son horreur indicible, apparemment, eh bien, se dit. Il se dit. Et il se dit par ceux qui l'ont vécu, il se dit souvent, parfois aussi par ceux qui y ont participé au titre de tueurs. Hein. Et il se dit encore tous les jours, il se dit tous les jours aujourd'hui. Il ne cesse de se dire. Quand vous vous promenez au Rwanda, comme j'y étais encore il y a 10 jours, hein, dans les collines avec des rescapés, il ne cesse de dire, hein, et de manière extrêmement explicite, ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Donc je me méfie, hein, de cette idée qu'on ne pourrait pas dire. Est-ce que c'est pas, au fond, est-ce que c'est pas une idée commode pour nous pour refuser de voir, au fond? Puisque ça ne peut pas se dire, bah regardons pas, puisque ça s'est pas dit. Mais ça s'est dit. C'est nous qui ne lisons pas, c'est nous qui ne regardons pas, c'est nous qui n'entendons pas, ou qui, plus exactement, qui ne voulons pas entendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tout d'abord, merci pour la qualité de ces exposés. Il est tellement important que les historiens puissent s'exprimer sur des événements contemporains, mais qui ramènent à l'histoire en partie. Ce que je voulais dire je m'adresse à vous deux, j'étais très intéressé par ce que vous avez dit autour des écritures, donc qui forment la mémoire et qui sont en fait des écrits. Et maintenant, parlons de ce qui se passe en Syrie. Il y aura certainement des écrits, il y a des récits, il y a des romans même. Et on dit d'ailleurs que la littérature et la poésie syrienne, et d'auteurs qui sont soit en Syrie, soit à l'extérieur, est l'une des plus importantes qui existent dans le monde arabe. Mais maintenant, concernant la mémoire de la guerre syrienne, je me réfère, certainement madame, vous connaissez ce site qui s'appelle, créé par une Syrienne, une activiste syrienne, une graphiste, Creative Memory, qui est un site peut-être pas suffisamment connu, il suffit de regarder sur le net, vous avez ou Mémoire créative ou Creative Memory. Elle a, disons, collecté à peu près plusieurs dizaines de milliers, je crois qu'on n'est pas loin de 100 000, disons, entrées, et qui présentent, et ça forme la mémoire, ou ça peut être des graphes, ou ça peut être des slogans qui ont été photographiés, et surtout à partir des portables. Jean-Pierre Philu faisait référence à ces journalistes citoyens. Donc il y a une quantité extraordinaire et qui a pu, grâce à cette personne qui est Sana Yazigi, que vous pouvez retrouver, elle va présenter le 8 octobre, disons, son travail. Et qui a été présenté ici d'ailleurs, puisque Jean-Pierre Philu faisait référence au 10e anniversaire de la Révolution syrienne auquel j'ai participé. Et alors il faut savoir aussi, il y avait une chose, il fallait le faire. Pourquoi? C'est qu'il y a une technique que j'ignorais complètement, c'est la capacité qu'avaient les Syriens, grâce aux services russes, de pouvoir à distance effacer toutes les images des YouTube. Donc là, il y a eu cette urgence, et donc là, maintenant, on peut dire que là, ce sont des archives numériques qui, peut-être, le moment venu, seront déposées au MUSEM. Oui, juste en écho, en prolongement, hein, effectivement, ce site formidable. Voilà, la production
par l'écrit, par l'image de la révolution syrienne, a été très tôt considérée et traitée comme une menace par le régime Assad et par son allié Poutine. Mais il faut savoir qu'il y a eu au mieux des complaisances, des incompréhensions, parfois des complicités chez les GAFA, qu'un certain nombre de productions, de pages Facebook, par exemple, de comités locaux révolutionnaires ont été effacées, parce qu'ils présentaient des contenus terroristes ou que sais-je, et que donc la guerre des contenus, la guerre de la mémoire, parce qu'on voit bien que l'enjeu de ces archives numériques, c'est de conserver, pendant qu'il y a des militants qui constituent des dossiers pour qu'un jour les coupables soient jugés, c'est de conserver cette mémoire vive de la révolution syrienne. Donc ça, c'est fondamental et on ne l'a pas compris. Alors que, là encore, Poutine, bon, peut-être que son système il est archaïque, mais très tôt, il a compris que la guerre se faisait aussi dans l'espace virtuel. Mais moi, juste mon mot de la fin, ce serait pour citer là encore un Syrien, un copain syrien que j'ai connu à Alep sous les bombes en 2013, journaliste citoyen, qui a perdu son œil par le tir d'un sniper d'Assad, qui est aujourd'hui photographe réputé pour l'AFP et ailleurs, qui avait fait cette photo de la torche humaine en 2017, le 1er mai 2017, sur les grands boulevards, parce qu'il n'y avait aucun photographe français qui était osé aller aussi près de cette torche humaine. Et ben, je l'ai vu au début de la guerre d'Ukraine, et il m'a dit quand même, il était avec les Ukrainiens à 150%, mais surtout il disait, eux, c'est leur État qui fait la guerre pour les défendre, nous, c'était notre État qui faisait la guerre pour nous écraser. Et donc, voilà, c'est ce besoin d'État, en ces temps où le libéralisme ravageur, la culture managériale fait que tout fonctionnaire est potentiellement un bouffeur d'impôts dont il faut se séparer. N'oublions pas que la grande différence entre les malheureux Syriens et les résistants ukrainiens, c'est l'État. On a encore le temps pour une question. Moi, ma question par rapport à vous, Jean-Pierre Filiu, c'est quel est l'état de la documentation en termes de qualificatifs de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, etc. Qui sont les gens qui travaillent là-dessus très précisément, parce que sur l'Ukraine, on a beaucoup avancé déjà en 6 mois. C'est-à-dire, l'Ukraine nous offre l'exemple d'une documentation à vif en temps réel. Et ça, chacun sait, une scène de crime, le plus tôt on la reconstitue, le mieux c'est. Donc, sans du tout rentrer dans les détails, la documentation est très importante. Après, il y a la question de compétences universelles ou pas. Et la France, pays des droits de l'homme, une fois de plus, n'est pas exactement à la hauteur de sa réputation historique, vu que des magistrats ont trouvé bon de considérer que comme le crime contre l'humanité, le crime de génocide ne figure pas dans la législation syrienne, la justice française ne pourrait pas instruire le procès de tortionnaires et de criminels syriens, la Syrie n'étant pas partie prenante à la CPI. Donc quand on arrive à ce type de circonvolution, effectivement on peut s'interroger, mais je vous rassure, une fois de plus, l'Allemagne, qui nous a montré l'exemple en étant beaucoup plus généreuse que nous, 100 fois plus généreuse que nous, pour l'accueil des réfugiés syriens dont je rappelle qu'ils continuent à mourir au large des côtes libanaises. La tragédie n'est pas terminée. Eh bien, l'Allemagne, fort heureusement, a montré à Karlsruhe et ailleurs, à Koblenz, qu'elle avait pris au sérieux les responsabilités qui, entre autres, elle considère lui incombent depuis la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est important, mais c'est une leçon à méditer en France, où, comme chacun sait, on sait toujours tout sur tout, et on fait toujours mieux que les autres, sauf quand on ne le fait pas, et quand on ne le fait pas, on se plante quand même assez lamentablement. Lamentablement, donc le dernier mot de cette table ronde. Merci beaucoup Gilda Chaverdi, Stefano D'Aruso, Jean-Pierre Filiu. Merci aux équipes du MUSEM qui ont permis l'organisation et la captation de cette rencontre que vous pourrez bientôt retrouver donc sur le site du MUSEM et celui de Mediapart. Merci beaucoup à tous, toutes d'être venus et merci à vous.